Bonjour, bienvenue dans ce Live Focus troisième édition. Bonjour Théo. Bonjour Amandine. Bonjour à vous qui êtes présents en live avec nous. Merci d'être présents en live avec nous. Merci à vous également qui nous suivez en replay. Nous allons donc maintenant pouvoir commencer ce Live Focus. Pour que la technique et la gestion du temps soient notre allié, nous vous invitons à maintenir pour le moment les micros et les caméras coupés. La première partie du Live Focus est enregistrée et sera diffusée en replay. Et pour vous qui êtes avec nous en live, nous prévoyons un temps ensemble à la fin de notre rencontre où nous pourrons ouvrir les caméras, ouvrir les micros pour pouvoir discuter, dialoguer un petit peu plus en profondeur sur des problématiques peut-être que vous rencontrez vous-même, des questions que vous vous posez. Profitez de ce moment en live pour avoir un échange plus profond sur le sujet tous ensemble. Je suis désolée, j'ai les notifications des personnes qui arrivent en parallèle, donc j'ai été un petit peu perturbée. Merci d'être avec nous et dites-nous, vous qui êtes avec nous en live, d'où vous connectez-vous? Toi, Théo, tu te connectes d'où? Ah, moi, je suis juste à côté de Clermont-Ferrand. Juste à côté de Clermont-Ferrand. Et moi, je suis à Vendôme, en centre Val-de-Loire. Et nous allons maintenant rentrer dans le vif de notre sujet, qui est la prévention des addictions en entreprise. On en parle? Eh bien sûr, on en parle. On est là pour ça aujourd'hui, tous ensemble. Donc, pour vous rappeler, le Live Focus, c'est quoi? Le Live Focus, c'est un rendez-vous qui nous permet d'identifier des moments de tension dans la vie des équipes, dans la vie des managers, pour pouvoir nous donner un petit peu plus de compréhension sur ces moments de tension, notamment qui génèrent des tensions émotionnelles, des tensions relationnelles. Et donc, l'objectif, c'est d'apporter des clés très concrètes pour pouvoir avoir plus de compréhension sur ce qui se joue dans ces moments-là et puis pour pouvoir retrouver la joie d'agir, la joie et le pouvoir d'agir. Donc aujourd'hui, le sujet que nous allons aborder ensemble, c'est donc la consommation des substances psychoactives et la prévention des addictions, surtout la prévention des addictions aux substances psychoactives, notamment dans le milieu de l'entreprise. Donc moi, pour me présenter, je suis Amandine Bellamy, je suis la créatrice de Fervescence, Fervescence pour réaligner la ferveur des individus au sens de leurs actes, et j'accompagne particulièrement les dirigeants et les managers à positionner les relations humaines et la santé émotionnelle des équipes au cœur de leurs pratiques pour pouvoir justement générer des performances grâce au collectif, grâce à la dynamique collaborative au sein des équipes. Théo, bienvenue et merci d'être avec moi pour ce rendez-vous aujourd'hui. Merci Amandine. Je vais me présenter aussi à mon tour. Donc, je m'appelle Théo Lefebvre, je suis le fondateur et gérant de la société SafeUp, qui est un organisme de formation spécialisé dans la prévention des addictions en milieu professionnel. J'ai un passé d'ancien addict, j'ai plus de 20 ans de cannabis dernier mois et reconverti aujourd'hui pour amener de la prévention en entreprise et finalement améliorer la sécurité et la santé en milieu professionnel. Merci Théo, merci d'être avec moi, merci d'avoir accepté cette invitation. Donc aujourd'hui, notre objectif est de vous apporter des éléments de sensibilisation, c'est plutôt de l'information sur les risques, sur les enjeux, sur les leviers d'action. Et pourquoi est-ce que j'insiste sur ce sujet-là? On en avait parlé avec Théo lors de la préparation, parce que le but n'est pas de donner des leçons, mais vraiment d'apporter des clés de compréhension et des leviers d'action. Nous allons donc avoir un focus en termes de périmètre au niveau de notre sujet sur les addictions aux substances, même s'il existe d'autres formes d'addiction, notamment des addictions comportementales. Aujourd'hui, le focus est plutôt posé sur les addictions aux substances psychoactives. Et alors, allons-y dès maintenant. Théo, dis-nous, pourquoi mettre en place une action de prévention en entreprise? Alors, ce qui est important, je pense, pour commencer, c'est de savoir d'où est-ce qu'on part. C'est vrai que si on avait fait ce genre de séance il y a une vingtaine d'années, le sujet principal aurait été l'alcool. C'est vrai qu'il y a 25 ans, oui, l'alcool, c'était un peu open bar dans notre société, c'était open bar dans les entreprises. Personnellement, je me rappelle de mon père qui sortait de soirée bien alcoolisé en prenant la voiture avec nous, les enfants à l'arrière, en roulant à 20 à l'heure, en essayant de viser un peu la ligne de milieu. Ça rappellera peut-être des souvenirs à certaines et certains.
Et c'est vrai que depuis 20 ans, heureusement, les comportements ont quand même pas mal évolué. Alors, ça a été lié principalement à deux facteurs. Le premier, ça a été la sécurité routière qui a quand même fait un très, très gros travail de prévention. Il y a eu un durcissement législatif aussi de l'autre côté, permis à points, baissement du taux légal d'alcool. Et puis, il y a un autre aspect qu'on ne peut pas négliger, c'est un aspect générationnel. Alors, sans dire que, entre guillemets, les vieux sont des alcooliques et les jeunes des toxicos, bon, il y a quand même un petit peu de ça dans le sens où la génération autour des 60 ans était plutôt la génération alcool. Ma génération, on a été la génération mixte. Et c'est vrai que la jeune génération aujourd'hui a une accessibilité autant géographique que financière aux substances qui s'est énormément renforcée. On peut commander aujourd'hui de la drogue sur Internet, se la faire livrer à la maison. La cocaïne s'est énormément démocratisée et que il y a 20 ans, l'alcool ne s'arrêtait pas à la porte de l'entreprise. Il n'y a aucune raison qu'aujourd'hui, la drogue s'arrête à la porte de nos entreprises. Donc, il est important aujourd'hui de se dire que dans les entreprises où finalement les produits psychotropes, la consommation de ces produits conduisent à 20% des accidents du travail, 20% d'absentéisme et 20% des conflits au travail, c'est de se dire à un moment donné, comment on fait pour agir concrètement? On a parfois fermé les yeux, accepté des comportements. Parfois, on a même plébiscité la consommation d'alcool dans les entreprises, hein. À une époque, c'était même un critère d'intégration dans certaines équipes. Maintenant, l'idée, c'est de se dire comment on met en place des moyens concrets dans l'entreprise sans tomber d'un côté dans du tout laxisme et de l'autre côté dans du tout répressif, mais plutôt trouver un équilibre entre les deux avec des moyens très concrets. Mm. Tout à fait, merci beaucoup. Et merci pour ces éclairages, pour ces chiffres déjà qui nous… c'est 20% des accidents du travail qui sont concernés par des comportements, de la consommation, en tout cas aux substances psychoactives. Donc, un enjeu aussi en termes, on pense souvent à l'enjeu en termes de responsabilité économique, mais il y a aussi un enjeu en termes de responsabilité juridique pour l'entreprise. Bien sûr. En fait, les entreprises sont liées à un petit article du Code du travail qui est l'article 41-21-1 du Code du travail, qui est l'obligation de sécurité de l'employeur. Cette obligation de sécurité, c'est que l'employeur doit mettre en place des moyens pour assurer la santé et la sécurité sur un plan physique, mais aussi mental. Donc, il y a aussi une obligation légale finalement, au même titre que les autres sujets sécurité. C'est vrai que le sujet des addictions, on a toujours une tendance à le mettre un petit peu à part. C'est un sujet santé, c'est un sujet personnel, c'est un sujet qui va à la maison. Mais non, c'est avant tout un sujet sécurité. Et c'est d'ailleurs par ce prisme-là qu'il faut un peu l'attaquer en entreprise et par le prisme de la sécurité, au même titre que le port des EPI ou le respect des autres règles de sécurité. Et puis, il y a évidemment l'aspect santé qu'il ne faut pas négliger, mais qui là est plutôt finalement traité, notamment par les services de santé au travail. Mais on en reparlera lors du live. Mais en effet, il y a quand même cette obligation légale de s'occuper des consommations de produits psychotropes en entreprise. Une obligation légale, un enjeu économique important et un enjeu humain. On pense à des risques qu'on va qualifier plutôt de risques bénins, donc qui vont avoir un impact notamment sur la productivité de l'entreprise, qui vont générer de l'absentéisme, qui vont peut-être générer des conflits, de la perte dans la productivité. Donc, on a ce type de risques qui sont plutôt bénins et pensons aussi aux risques irréversibles. C'est que lors de certaines dérives comportementales, il peut aussi y avoir donc des accidents, des atteintes à l'intégrité des personnes, des atteintes qui peuvent avoir un niveau de gravité plus ou moins sévère. Et donc, d'avoir bien conscience de tous ces enjeux, des enjeux économiques, légaux et humains de ce sujet. Et ce sujet, justement, qui peut être un peu considéré comme tabou en entreprise. Moi, justement, je sais que dans tout mon parcours en entreprise, c'était plutôt un sujet qui n'était pas adressé, qui n'était pas forcément traité et avec lequel, dans mes propres pratiques managériales, je n'étais pas forcément à l'aise. Je ne savais pas comment les aborder. Et notamment, je pense à ces pots de départ où quand quelqu'un vient un petit peu donner un rôle d'alerte, mais pourquoi de l'alcool dans le pot de départ, etc. Notamment, je pense à ce type d'exemple où on passe un peu pour la rabat-joie de service. Tu as parlé de critères d'intégration dans des équipes, justement. Donc, il y a un peu un aspect culturel autour de tous ces sujets. Oui, bien sûr. Déjà, sur le fait, en tant que manager, de ne pas être à l'aise avec le sujet, c'est un sujet qui, même si c'était un sujet qu'il faut traiter par le prisme de la sécurité,
c'est un sujet quand même un petit peu à part parce que oui, il y a des aspects aussi personnels derrière tout ça. On a, comme je disais tout à l'heure, cette peur d'aller faire une atteinte à la liberté individuelle des personnes. Et puis, bah, souvent, les managers sont aussi des spécialistes métiers avant tout. Et quand on leur demande finalement d'aller regarder du côté des consommations de produits psychotropes, bah, il y a toujours cette interrogation de dire non, mais attends, moi, c'est souvent ce qu'on dit, hein, j'ai pas signé pour avoir un képi bleu et un uniforme. Si j'avais voulu faire policier, j'aurais passé les concours pour ça. Et c'est vrai que les managers ne sont pas à l'aise parce qu'il n'y a pas forcément toutes les informations, parce qu'il n'y a pas forcément tous les outils, tous les moyens, toutes les procédures. Et puis aussi, cette notion de responsabilité qu'on évoquait tout à l'heure, elle est vraie pour l'entreprise, mais elle est vraie aussi pour l'ensemble des managers de proximité. Tous les managers aujourd'hui ont une responsabilité pénale en ce qui concerne la sécurité. Et c'est vrai que quand j'ai des remontées de managers en me disant bah ouais, moi j'ai vu un collaborateur qui était alcoolisé, je l'ai laissé dormir dans un coin et puis j'ai attendu qu'il aille un petit peu mieux, bah, il n'y a pas forcément cette prise de conscience de la responsabilité s'il se passe quelque chose. Alors c'est toujours pareil, tant qu'il ne se passe rien, tout va bien. Et puis le jour où il y a un accident, parce que comme tu le disais Amandine, oui, il y a des accidents. Malheureusement, nous, on nous contacte régulièrement suite à des accidents corporels graves, suite à des accidents mortels sur des lieux de travail liés à des consommations d'alcool et de produits psychotropes. Et c'est vrai que c'est toujours mieux d'agir avant qu'il y ait un accident plutôt que d'agir en réaction. Maintenant, c'est vrai que c'est un gros travail à faire. Il faut prendre du temps. Il y a beaucoup de pédagogie, beaucoup de travail à faire pour aussi mettre en place, bah, comme je disais, des choses très concrètes pour améliorer cette santé et cette sécurité au travail. Et même dans le cadre de pots que tu évoquais, c'est vrai que dans les pots, bah, on se dit toujours, ouais, mais l'alcool, c'est quelque chose de convivial. Alors moi, je ne suis pas un partisan de la prohibition. Je pense que la prohibition est une bêtise. On voit que interdire, ça ne marche pas. On le voit pour le cannabis en France, tout simplement. On est un des plus gros consommateurs de cannabis d'Europe. On est un pays extrêmement répressif sur le sujet et le cannabis est prohibé. Bah oui, preuve en est que la prohibition, bah, ça ne marche pas, hein. Donc, est-ce qu'on interdit? Est-ce qu'on réglemente? Est-ce qu'on met en place des moyens? Moi, je suis toujours pour dire, si on peut mettre des moyens et laisser, si on prend le cas, l'exemple des pots, de l'alcool, pourquoi pas? Mais fût-il qu'on mette réellement des moyens concrets en place. Et en ce qui concerne les pots, on peut imaginer des navettes, des taxis, des éthylotests pour tout le monde avant de reprendre le véhicule. On a plein de moyens. Mais c'est vrai que du coup, ça sort un peu de la zone de confort et ça oblige bah, les managers, les personnes qui organisent ce genre de pot à se dire on met de l'alcool comme toujours, par contre on met des moyens et on cadre un petit peu plus les choses. Donc ça nécessite un effort et parfois, bah, plutôt que de faire un effort, on a une version un peu plus courte qui est de dire on enlève totalement l'alcool. Et du coup, ça pose effectivement le cadre de la responsabilité de chacun et notamment de la responsabilité aussi de la ligne hiérarchique, de la ligne managériale dans l'entreprise. Et ça pose aussi le sujet de consommation et addiction, qui sont deux choses différentes. Donc, et justement, en termes d'addiction, on est plutôt là dans une notion de perte de contrôle vis-à-vis de la consommation et des conséquences que peuvent entraîner la consommation, alors que dans la consommation, il y a cette notion de consommation récréative que l'on entend pas mal au niveau de ces substances. Donc, c'est bien d'avoir aussi la distinction entre ces deux sujets, la consommation et l'addiction. Et justement, dans le chat, dites-nous, selon vous, quel rôle l'entreprise a-t-elle à jouer vis-à-vis des addictions? Donc, dites-nous dans le chat, qu'est-ce qui vous vient spontanément vis-à-vis du rôle de l'entreprise? Donc, Théo nous a déjà donné quelques éléments d'information. Et vous, comment est-ce que vous le vivez concrètement dans les entreprises? En attendant que le chat réponde, c'est vrai que cette notion d'addiction, on a toujours une tendance à faire le focus sur les personnes qui sont malades, parce que l'addiction est une maladie au sens strict du terme. Par contre, il ne faut quand même pas non plus tout mettre dans la case addiction. On considère qu'il y a à peu près 1% de la population en France qui est addicte réellement au sens strict et médical du terme. Et dans l'entreprise, c'est pareil. Il n'y a pas de raison pour que les chiffres soient forcément beaucoup, beaucoup plus hauts. Donc, ça veut dire aussi que la majorité des consommations que l'on retrouve en milieu professionnel, ce n'est pas forcément des gens qui sont malades de l'addiction.
C'est ce qu'on pourrait appeler des conduites addictives, des consommations à risque, des consommations excessives. Et puis, il y a aussi une partie de personnes aussi assez irresponsables, il faut le dire aussi. Des personnes qui prennent des cuites le soir et qui arrivent le lendemain avec la tête un peu de travers. Bah, c'est des choses aussi que l'on voit. Et en ce qui concerne la partie stupéfiant, étant donné qu'il y a assez peu de prévention sur les stupes, c'est vrai que des gens qui aujourd'hui veulent fumer des joints, fument des joints dans les entreprises. Et quelque part, tant qu'on n'a pas mis de moyens pour aller voir ce qui se passe, on espère qu'il n'y ait pas trop de consommation. Ce qui ressort au niveau du chat, c'est justement cette notion de prévention, de communication et la particularité du sujet de l'addiction qui est effectivement quelque chose qui vient vraiment dans la sphère personnelle et qui peut avoir un impact dans la sphère professionnelle. C'est un sujet très personnel et donc ce qui rend peut-être aussi le sujet particulièrement délicat à aborder quand on est en entreprise pour pouvoir accompagner ce genre de prévention, ce genre de démarche d'accompagnement aussi. Bien sûr. En termes de prévention, Théo, comment Oui. l'entreprise peut-elle jouer ce rôle de prévention? Alors, la prévention seule, si on parle de l'information, de la prévention toute seule, ça ne fonctionne pas. La répression seule ne fonctionne pas non plus. Donc, quand on parle de prévention en entreprise, il faut avoir finalement une vision un petit peu globale, de se dire qu'une prévention, elle doit s'articuler autour de plusieurs axes. Et juste pour rebondir sur ce qui a été dit dans le chat, que l'addiction reste un sujet personnel, bien évidemment que c'est en fonction de chaque individu. L'addiction, c'est souvent d'ailleurs la rencontre entre un individu, une circonstance ou un environnement et une substance ou un comportement. Comme tu le disais en introduction, on peut être addict à une substance, mais également à un comportement, jeu de hasard et d'argent, cyberpornographie, etc. Donc, il y a aussi des facteurs qui peuvent conduire à une consommation de produits psychotropes en entreprise. Les addictions et la consommation de produits, ce n'est pas une cause, c'est une conséquence. Et on retrouve finalement deux grandes causes. Alors, ce n'est pas le sujet aujourd'hui, mais il est quand même important de l'avoir en tête. Deux grandes causes en milieu professionnel qui peuvent amener à une consommation de produits psychotropes, qui sont les risques psychosociaux d'un côté et les troubles musculo-squelettiques de l'autre, avec en plus d'autres critères favorisant la consommation, les horaires décalés, entre autres, personnes qui bossent en 3-8, oui, les gens qui bossent de nuit, on a souvent plus de consommation, bien évidemment. Donc, quand on parle de prévention en entreprise, il faut imaginer qu'une démarche de prévention, ça se construit en plusieurs étapes. Les étapes, je vais vous les afficher à l'écran pour que vous puissiez les voir et on va pouvoir en parler aussi. Le partage est en train d'arriver, c'est bon. C'est parfait. Quand on parle de prévention, il y a évidemment une base réglementaire avant même l'aspect prévention que vous voyez affiché à l'écran. La mise à jour du règlement intérieur, l'identification des risques dans le document unique d'évaluation des risques, ce sont la base quand on veut traiter ce sujet en entreprise. Une fois qu'on a fait cette mise à jour réglementaire, eh bien, la prévention, elle doit passer par plusieurs étapes. La formation et l'implication des représentants du personnel, c'est vraiment la base. Donner les outils pédagogiques, techniques, procédures, juridiques, des responsabilités, donner des moyens concrets, mettre en situation les managers pour finalement être dans quelque chose de très concret. Sensibiliser, informer l'ensemble du personnel, c'est essentiel aussi. Je voyais dans le chat, faire de l'information. L'information, c'est essentiel. Cette information, elle ne doit pas avoir une vocation d'être infantilisante. Il faut sortir un petit peu de l'adage de c'est pas bien de fumer, c'est pas bien de boire. On n'est pas là pour ça, mais plutôt d'être dans le cadre de la responsabilisation. Parler finalement à l'intelligence de chacun. Moi, je considère que chacun peut aussi se responsabiliser à partir du moment où il a les informations. Si on prend un risque, chacun peut prendre un risque, c'est sa responsabilité, mais le prendre en conscience. Et ensuite, bien évidemment, dans les outils de prévention, il y a les contrôles d'alcool et de stupéfiants. On en reparlera peut-être un petit peu pour le cadre juridique aussi de ces contrôles, mais les contrôles d'alcool et stupéfiants, ça fait aussi partie des moyens concrets. Et bien évidemment, derrière, de la sanction. Alors oui, tout de suite, on peut se dire, ah ouais, mais sur des gens malades, il ne faut pas sanctionner.
Ça dépend ce qu'on met derrière le terme de sanction et surtout, ça dépend ce qu'on en fait et quel sens on y met. Et surtout, derrière, qu'il y ait un accompagnement systématique qui soit proposé aux personnes, qu'elles soient en situation d'addiction ou tout simplement qu'elles soient sous l'emprise d'alcool stupéfiant pendant le temps de travail. Ouvrir la porte à l'accompagnement systématique, c'est là aussi essentiel. Voilà. Donc, une prévention, ça passe vraiment par tous ces axes-là. Merci pour la partie justement d'accompagnement et de sanctions. Je te propose qu'on reprenne ce sujet un petit peu plus tard, un peu plus en profondeur. Et d'ailleurs, il y a une question qui est posée et qu'on pourra peut-être approfondir en fin d'échange, mais peut-être qu'il y aura déjà des éléments de réponse dans cette partie d'accompagnement qui est: que faire si le salarié refuse l'accompagnement? Donc ça, on y reviendra un petit peu plus tard. En tout cas, en ce qui concerne la démarche proactive, donc moi je retiens dans le partage que tu viens de faire qu'il y a une démarche proactive où on est plutôt sur l'anticipation des risques, sur de la prévention, sur de la formation, de la communication. Donc, communication, information, j'englobe les deux. Avec, au travers de la formation, je retiens aussi le point, le la manière dont tu as insisté, je suis désolée, le mot ne voulait pas venir, sur le fait de mettre en scène des mises en situation concrètes pour pouvoir le vivre et pour pouvoir être mieux préparé le jour où on est concerné par un comportement altéré notamment. Donc, et également des tests en entreprise. Alors justement, ça nous intéresse de savoir, dites-nous dans le chat, que pensez-vous des tests en entreprise? Toujours un grand sujet, les tests en entreprise. Est-ce que c'est légal? Est-ce que ça n'est pas? Est-ce que c'est le rôle de l'entreprise d'aller tester? Est-ce que c'est une atteinte à la liberté individuelle des collaborateurs d'aller tester sur leur lieu de travail? Est-ce que c'est vraiment le rôle d'un manager? Il y a plein de questions qui peuvent se poser derrière ça. Oui, plein de questions à travers ça et puis en attendant que vous nous donniez votre point de vue par rapport aux tests en entreprise, qu'effectivement ça peut poser question. Je voudrais aussi prendre un instant pour parler de la posture managériale et rappeler aussi un élément qui est que, statistiquement, alors la dernière étude que moi j'ai trouvée sur ce sujet remonte quand même à 2019, donc il y a quand même eu, derrière, quelques années qui sont passées et puis pas les moindres puisque les épisodes de confinement. Néanmoins, déjà en 2019, en 2017, en 2019, on était à peu près sur les mêmes, valeurs. C'était parmi toute la population de managers, seulement 50% des managers qui occupaient donc des fonctions managériales avaient reçu une formation pour pouvoir exercer le rôle de manager. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est important d'avoir en tête, c'est qu'être manager, c'est aussi une posture. C'est la personne qui va apporter, qui va être le transmetteur du sens pour son équipe, qui va être le coordinateur du travail, de l'organisation du travail, qui va être aussi un facilitateur relationnel et le facilitateur du dialogue et des échanges au sein de son équipe. Ça va être également lui qui va avoir, on l'a évoqué, une certaine responsabilité par rapport aux actes qui sont réalisés par l'équipe. C'est également un influenceur, ne l'oublions pas, c'est une personne qui exerce un rôle d'influence, notamment à travers son leadership, à travers ses propres comportements. Et c'est là où l'on vient. Pourquoi? Parce qu'on va parler maintenant aussi d'exemplarité. En fait, le premier réflexe de prévention, c'est aussi d'avoir une exemplarité soi-même dans ses comportements. Donc, je profite pendant que vous êtes en train de nous partager vos avis sur les tests en entreprise pour vous partager aussi cet enjeu de posture sur l'exemplarité et puis aussi la dimension de courage. Et là, j'en viens aussi à un rôle qui est dans ce canal d'information, c'est l'information remontante et descendante. Donc, transmettre les informations, notamment les décisions stratégiques, les transmissions en termes d'organisation du travail, et en même temps, toute la remontée d'informations de l'équipe et de savoir aussi se faire accompagner par sa propre hiérarchie quand on est démuni soi-même, et donc d'aller obtenir du soutien auprès de sa ligne hiérarchique quand il y en a besoin. Alors, allons faire un tour dans le chat au niveau des tests en entreprise. Assez peu de réactions, vous vous exprimez assez peu sur ce sujet. Que devons-nous comprendre? Alors, une remarque sur la nouveauté.
Ouais, alors c'est nouveau, oui et non, hein. Les premières législations qui sont tombées sur les contrôles, notamment d'alcool, c'est 1980. Ça s'appelle l'arrêt Corona. Et les tests de stupéfiants en entreprise ont été autorisés le 5 décembre 2016 par le Conseil d'État. Donc oui, c'est récent et en même temps, on approche pas loin des 7-8 ans de tests, donc c'est pas si récent que ça. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a encore beaucoup de réticences à mettre en place des contrôles parce que souvent, on ne sait pas forcément comment mettre en place ces tests-là pour que ça se passe bien et que ça ne mette pas non plus le feu dans l'entreprise, hein, parce qu'il y a aussi l'aspect social dans l'entreprise et il ne faut pas foutre le feu non plus en mettant des tests. Donc, en effet, il y a aussi cet aspect-là. Mmh. Et justement, par rapport à cette manière de faire, il y a une personne, dans le chat qui nous partage, je suis désolée, mes yeux dérivent un petit peu vers le chat, qui a un besoin en fait de sens. Donc, si l'utilisation des tests est expliquée, permet de protéger le collaborateur et l'équipe, alors effectivement, c'est plutôt sain de l'appliquer. Il y a également, évidemment, et ça c'est tout l'enjeu du sujet, c'est pour ça que nous vous avons posé la question, c'est que ça peut sembler être un sujet litigieux. On a eu le partage un petit peu plus tôt dans le chat que dès lors où on est sur la consommation, l'addiction, enfin, la consommation dans le cadre personnel, mais qui se répercute dans la sphère professionnelle et l'addiction, on est dans une sphère qui est quand même de l'ordre du personnel et donc ça peut sembler un peu litigieux. Oui, ça peut être litigieux sur quelques éléments, mais ce qui peut être litigieux surtout quand on parle de tests, et c'est souvent d'ailleurs nous les retours qu'on a quand on est dans les entreprises, euh, c'est que le test est souvent appréhendé comme un outil de sanction, comme un outil de licenciement. Et que c'est souvent, ah bah oui, on va venir nous tester pour nous virer. Et c'est vrai qu'il y a déjà une première appréhension sur ce qu'on va faire du test. Et que pour moi, les deux maîtres mots quand on parle des tests, c'est la pédagogie. C'est-à-dire que vous avez mis dans le chat, hein, il faut donner finalement du sens. Oui, quand on explique qu'un test, il n'est pas fait pour mettre des claques, mais qu'il est fait pour en effet faire bouger les comportements d'à côté, détecter les personnes potentiellement en situation d'addiction, et surtout que l'idée, si on a un test positif, c'est pas de foutre dehors les gens. Bon, bah déjà, l'approche vis-à-vis du test est un petit peu différente. Donc, il faut avoir une démarche d'entreprise qui soit extrêmement construite sur finalement comment on gère des tests positifs et qu'est-ce qu'on en fait derrière, et aussi une démarche de transparence vis-à-vis de l'ensemble des collaborateurs et les élus en premier, pour finalement ne pas alimenter les fantasmes et se dire, voilà, oui, on va mettre en place des tests. Par contre, les tests, pourquoi on les met? Bah parce qu'en même temps, quelqu'un qui est addict, c'est pas marqué sur son front. Quelqu'un qui a fumé un pétard ou qui a bu de l'alcool, là aussi, c'est pas marqué sur son front. Hein, il y a 6 mois de ça, j'ai eu un collaborateur dans une entreprise qui était à 1 gramme d'alcool à 9 heures du matin, qui n'avait strictement aucun signe de comportement altéré, ni d'odeur d'alcool, ni quoi que ce soit. 1 gramme d'alcool à 9 heures du matin. Donc, c'est de se dire à un moment donné, les risques sont présents, on n'a pas forcément une visibilité dessus. Et ben, essayons de mettre en place un outil qui permette d'un côté de faire évoluer et d'un côté, si on a réellement des problématiques d'addiction, et bien de pouvoir les détecter précocement et ne plus attendre finalement qu'il y ait un accident, qu'on ait un comportement altéré. En fait, ne plus attendre d'être en réaction systématique, mais être, comme tu disais tout à l'heure, Amandine, eh bien, en anticipation du risque, en détection précoce, avec derrière des process notamment d'accompagnement qui sont mis en place. Et quand on met en place une démarche et des tests en ayant bien construit l'aspect préventif et informatif et derrière l'aspect accompagnement et sanction aussi, eh ben, on a des démarches qui fonctionnent et qui sont efficaces sans être obligé d'aller licencier à tour de bras dans l'entreprise. Encore une fois, beaucoup de sens, beaucoup de pédagogie, beaucoup d'informations pour pouvoir expliquer pourquoi on fait ce que l'on fait. C'est ça. Et justement, pour tout ce qui va concerner les actions, pardon, hop, une admission, l'accompagnement, donc tu as parlé d'accompagnement, tu as parlé de sanctions, pour tout ce qui va quels sont les leviers d'action que l'on a en entreprise pour agir en cas de comportement altéré? Et j'en profite aussi pour te rappeler la question de comment faire aussi pour accompagner un salarié qui refuse l'accompagnement? Alors, quelqu'un qui a décidé de ne pas se soigner, on pourra beau lui taper dessus à bras raccourcis, on aura pour faire tout ce qu'on veut. Si à un moment donné, la personne a décidé de ne pas soigner, elle ne se soignera pas. Maintenant, c'est de se dire,
comment on fait dans l'entreprise pour créer des déclics, pour créer des déclencheurs. Parce que finalement, le rôle de l'entreprise, il est là. Il est de mettre en place des choses pour essayer de créer un déclic pour que l'accompagnement qui soit proposé à collaborateurs soit accepté. C'est ça, finalement, qu'on a comme enjeu dans l'entreprise. Et ben pour ce faire, on a quelques leviers. Le premier levier, ni plus ni moins, c'est le test. Pourquoi on en fait un peu aussi une pierre angulaire dans les démarches du test? Parce que souvent, dans les entreprises, on a beaucoup supposé que X était alcoolique, que Y était toxico, qu'il tapait de la coke ou un petit bédo avant de venir travailler. Et on a beaucoup supposé sans avoir des éléments factuels. Et qu'en plus, quand on orientait vers les services de santé au travail, orienter sans avoir des éléments factuels, c'est orienter sur rien. Voilà. Donc déjà, la première pierre, c'est de détecter, comme je disais tout à l'heure, quand on a un test qui est positif, on a une personne qui ne peut plus être dans le déni de sa positivité, qui peut plus dire oui, mais c'est lié à, oui, mais c'est lié à autre chose, oui, mais c'est... Non, on a quelqu'un qui est positif, sous l'emprise, dangereux, en milieu professionnel. Donc ça, c'est la première chose. Donc le fait d'être positif dans un cadre professionnel, déjà peut faire un premier déclic. La deuxième chose, c'est que quand tout à l'heure je parlais de sanctions, la sanction, elle est aussi là pour ça. C'est-à-dire que quand je pose la question en formation et que je dis est-ce que quand on a une personne qui est positive, la première fois, hein, que souvent on se dit ah oui, mais c'est la première fois, c'est pas grave, est-ce qu'il faut mettre une sanction? Et j'ai pas mal de réticences. Bah ouais, mais si c'est pas la première fois, c'est pas trop grave, et puis ça dépend de la personne, etc. Non, une fois, c'est grave. C'est une situation qui est dangereuse. Donc, est-ce qu'il faut mettre une sanction systématique après des tests positifs? Oui, à partir du moment où la sanction, elle est graduée, elle est proportionnée, et surtout qu'elle met du sens. Cette sanction, elle doit avoir une vocation de faire comme ça, une espèce d'électrochoc à la personne, soit chez la personne qui a eu un comportement inapproprié, qui n'est pas malade de l'addiction, pour que justement cette situation ne se renouvelle plus, mais également chez la personne qui pourrait potentiellement être en situation d'addiction, pour faire cet effet déclic, cet effet déclencheur pour que quand l'entreprise va venir ouvrir la porte à l'accompagnement, eh bien au moins ces deux leviers, test positif et sanction, aient fait suffisamment son effet pour que la personne se dise « Ok, il faut vraiment que je me soigne ». Après, est-ce que si la personne accepte de soigner, est-ce que c'est forcément réussi? Non. Est-ce que c'est 100% de réussite? Bien sûr que non. Ce qui est sûr, c'est que l'objectif aussi des tests, c'est d'essayer d'être en détection le plus tôt possible dans la consommation pour essayer qu'il y ait de moins de verrous, le moins de freins, que le déni ne soit pas encore très installé. En tout cas, essayer d'être le plus précoce possible. Plus on prend tôt, plus on va maximiser les chances que cet électrochoc soit là, fonctionne et que l'accompagnement derrière puisse avoir des résultats. Donc, pour répondre finalement à la question, comment on peut faire si une personne refuse l'accompagnement? Si elle refuse l'accompagnement, à un moment donné, on n'aura pas trop le choix dans l'entreprise. C'est-à-dire que soit on accepte qu'une personne continue à venir alcoolisée sous l'emprise de stupéfiants une fois, deux, trois, quatre, cinq, on sanctionne, mais si la personne refuse l'accompagnement systématique, à un moment donné, on va devoir graduer les sanctions, les monter, et parfois, malheureusement, on est obligé de finir au licenciement. On ne peut pas, à mon sens, reprocher à une entreprise de licencier un collaborateur à partir du moment où elle a fait tout le travail en amont de prévention, de détection, de sanctions proportionnelles et graduelles et surtout d'accompagnement. Ok, merci. Donc effectivement, tout d'abord, la détection, enfin d'avoir justement les tests qui permettent de créer un déclic pour les personnes et puis peut-être d'identifier des comportements à risque, en tout cas qui permet d'avoir une intervention la plus précoce possible. Ensuite, en termes de sanctions, j'aimerais bien remettre aussi, alors c'est une interprétation un petit peu personnelle, mais une sanction, c'est une notification. Et donc, il y a aussi la sanction positive, et on l'oublie souvent, qui est d'avoir bien défini quels sont les comportements attendus dans une équipe et de savoir aussi valoriser les comportements attendus lors des entretiens notamment. Et il y a les sanctions qui sont plutôt dans une démarche répressive, punitive, quand ce sont les comportements non souhaités.
et voire qui peuvent mettre en danger le reste de l'équipe qui sont démontrés par la personne. Et puis, il y a aussi, on va dire, ce que moi j'appelle, alors ça m'est personnel, mais des sanctions neutres, donc des notifications neutres, qui est notamment un entretien. Donc en fait, ils sont des moments de dialogue et en fait, pourquoi je les appelle des sanctions neutres ou des notifications neutres? Parce que ce sont des moments de dialogue sans jugement. En fait, c'est comme tu l'as dit, on peut tout à fait détecter pendant un test qu'une personne a eu une consommation ce jour-là. Derrière, il ne faut pas rester inactif. Donc derrière, on met une action et cette action serait plutôt un entretien pour avoir déjà une bulle de dialogue, une bulle de discussion, sans jugement, sans interprétation, sans préjugé de qu'est-ce qui s'est passé, qui permettent déjà à la personne de pouvoir partager de bonne foi quelle est sa situation, qu'est-ce qui s'est passé, et pour pouvoir aussi la mettre en position d'engagement, peut-être aussi vis-à-vis de son propre comportement. Et donc là, on parle aussi de responsabilisation personnelle. Tout à fait, c'est super, c'est très, très juste ce que tu dis. Heu, dans les process, suite à des tests positifs ou des comportements altérés, en dehors des entretiens préalables à sanction et des sanctions en elles-mêmes, il y a toujours on préconise toujours des entretiens de compréhension finalement, pour savoir à un moment donné qu'est-ce qui s'est aussi passé. C'est-à-dire qu'en dehors d'un cadre disciplinaire, c'est de comprendre avant tout qu'est-ce qui s'est passé et quel positionnement on a, au niveau du collaborateur qui est devant nous. Est-ce qu'on a un collaborateur qui reconnaît la dangerosité, la positivité, la situation? Est-ce qu'en effet, il y a un engagement que la situation ne se renouvelle pas? Ou est-ce qu'on a quelqu'un qui est complètement dans le déni de toute la situation, que ce soit sur le plan sécurité ou sur même la positivité ou sur sa consommation? Et c'est extrêmement important aussi de savoir, bah, qu'est-ce qu'on a eu comme comportement et quel collaborateur qu'on a en face de nous et surtout, est-ce qu'on a eu un loupé? Alors oui, des loupés, ça existe aussi, hein. Dans nos vies, peut-être que dans le chat, vous avez déjà, vécu ce genre de choses-là, mais bah, oui, il vous est peut-être déjà arrivé dans votre vie de, faire une bonne grosse soirée un peu trop arrosée, hein, le fameux guet-apens comme on l'appelle et d'arriver le lendemain au travail avec la tête un petit peu en biais et pas toujours très, très clean au niveau de l'alcool. Bon, bah, ça, c'est même arrivé à des gens très bien. Bah, voilà, est-ce qu'on est dans ce genre de cadre? Est-ce qu'on est sur quelqu'un qui a une consommation excessive, une addiction, etc. Et il est important, bien évidemment, d'avoir ce positionnement-là et surtout cette compréhension et surtout, en effet, sur ce que tu as dit qui était très juste, sans jugement. Le pire quand on est addict, c'est de se sentir jugé. On n'est pas là pour ça, hein, en entreprise, pour juger les gens. À un moment donné, on est là pour faire que les personnes malades puissent se soigner et pouvoir les accompagner. Et de l'autre côté, faire que les personnes ne se mettent plus, eux, ni les autres, en danger, Mmh. Créer un environnement sain et épanouissant pour chacun. bien évidemment. Mmh. Au niveau du chat, dites-nous, donc là, on a parlé plutôt au niveau de l'individu et au niveau de l'équipe. Si un membre de votre équipe observe un comportement altéré au sein de l'équipe, jouera-t-il un rôle d'alerte? Donc là, on vient de parler de la notion de responsabilisation personnelle. Et dans cette notion de responsabilisation personnelle, c'est un petit peu aussi tout ce travail de prévention, de prise de conscience des risques collectifs, des risques individuels et des risques collectifs auxquels on peut être exposé. Donc, comment prendre soin les uns des autres, comment prendre soin de nous collectivement. Et pour cela, c'est comment est-ce que aussi, enfin, quel est actuellement le niveau d'autorisation qui est déjà posé au sein de votre équipe pour que si jamais un comportement altéré est observé, il y ait une action d'alerte qui soit donnée pour pouvoir mener peut-être des tests, peut-être des actions. Donc, dites-nous un petit peu dans le chat, comment c'est ça pour vous? Et pendant que vous répondez, je vous partage, je veux en termes de management, justement pour ces personnes qui je vous ai rappelé, hein, les chiffres, à peu près la moitié des managers qui occupent leurs fonctions n'ont pas reçu de formation en management. Et rappelons aussi la nécessité de poser un cadre de management au sein d'une équipe. Donc là, j'élargis vraiment le spectre. Mais c'est-à-dire de définir justement ces comportements souhaités et non souhaités de manière globale au sein de l'équipe, en termes de fonctionnement, d'organisation du travail, de convivialité aussi. Ça contribue souvent, justement, ce cadre qui est posé, qui pose des limites, qui pose aussi des autorisations, notamment des autorisations de dialogue, des autorisations de disponibilité. Donc ça fait partie des éléments qui sont importants de pouvoir déposer
auprès de son équipe et même dans un idéal, dans mon idéal, c'est même un cadre qui est co-construit avec l'équipe, ce qui permet d'avoir un véritable engagement, une véritable adhésion à ce cadre et puis d'avoir aussi, au-delà des comportements souhaités, non souhaités, définis, d'avoir aussi du coup une information déjà tout de suite de OK, ce sera quoi la conséquence si ce comportement a lieu. Encore une fois, conséquence positive, neutre ou alors plutôt punitive. Alors dites-nous dans le chat, je te laisse prendre la parole Théo. Oui. Je vois Laetitia qui nous a répondu. Normalement, oui, il doit avoir un rôle d'alerte pour protéger son collègue et lui-même, il doit prévenir son manager. Mmh. Alors oui, hein, sur le papier, c'est en effet ça. Quand on a constaté qu'un collègue arrivait un petit peu la tronche en biais avec un comportement altéré, on est censé prévenir son manager. Bon, sauf que dans la vraie vie, vous le savez sûrement comme moi, ça ne se passe pas comme ça. Pourquoi? Bah parce que finalement, quand on pose cette même question-là aux collaborateurs, ben, les réponses qu'on a, c'est je ne suis pas une balance, je ne vais pas faire de la délation. Si je préviens, mon collègue va se faire licencier. Bah, en plus, je ne sais même pas enfin, qu'est-ce qui va se passer derrière. Donc, finalement, bah, généralement, il y a plutôt un aspect de on cache et on protège. Cette réaction de protection qui est très humaine, parce que finalement, c'est une réaction qui est empathique hein, vis-à-vis du collègue, c'est de se dire, j'ai pas envie que mon collègue il ait un problème. C'est une réaction qui est humaine et empathique à la base. Sauf qu'en effet, quand on a ce genre de réaction, il y a quand même des petites choses qu'il faut prendre en considération. La première chose, c'est que, je disais tout à l'heure, tant qu'il ne se passe rien, tout va bien. Sauf que quelqu'un qui a un comportement altéré, oui, ça peut être lié à une substance, mais ça peut être lié aussi à des problématiques de santé. Regardez qu'un diabétique qui fait une crise d'hypoglycémie, on a l'impression qu'il est à 4 grammes, qu'il titube, sauf qu'il n'est pas bourré. Non, il est juste en train de mourir. Donc, parfois, on va venir analyser des signes qu'on reconnaît comme un signe d'un état d'ébriété, alors que c'est tout à fait autre chose. Si jamais la personne fait un arrêt cardiaque et décède, la responsabilité pénale du collaborateur sera systématiquement engagée, au même titre que s'il y a un accident, si la personne crée un accident, etc. Donc, il n'y a pas toujours, premièrement, une conscience de la responsabilité que l'on a vis-à-vis de son collègue. Parce que tout à l'heure, je parlais de la responsabilité de l'employeur, mais il y a un autre article qui est le 41-22 au niveau du Code du travail qui concerne l'obligation de sécurité des salariés, qui globalement dit que quand on constate qu'il y a un risque, eh bien, on doit agir au même titre qu'un manager devrait le faire. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, généralement, les collaborateurs n'ont pas forcément de procédure claire. C'est-à-dire que si on leur dit, bah voilà, demain, est-ce que vous avez une procédure pour gérer quelqu'un qui arrive avec un comportement altéré? Généralement, ça nage. Alors, autant il y a des choses pour les accidents, autant pour cette partie-là, il n'y a pas trop. Donc là aussi, amener une procédure qui soit extrêmement claire vis-à-vis des collaborateurs, c'est essentiel. Troisième point, tout à l'heure, je parlais de transparence. C'est qu'à un moment donné, il faut aussi faire ce travail d'information auprès des collaborateurs en disant, si vous venez prévenir le manager, qu'est-ce qui se passe derrière pour le collaborateur? Parce qu'il y a cette espèce aussi de fantasme toujours de se dire, si je préviens, mon collègue va se faire virer. Bah, si la politique de l'entreprise ne va pas dans ce sens-là, et qu'on est plutôt sur la sanction proportionnée, graduelle et de l'accompagnement, bah, le collaborateur aura tout intérêt à alerter. Et enfin, il y a un dernier élément qu'il faut prendre en compte. Ce qu'on répète régulièrement aux collaborateurs, c'est que si face à nous, on a une personne qui est un irresponsable, un débile, vous l'appelez comme vous voulez, mais en tout cas quelqu'un qui va venir consommer en disant de toute façon, j'en ai rien à secouer, personne ne contrôle dans l'entreprise et au pire, le collègue me protégera. Le fait de ne pas alerter, ça va juste venir plébisciter ce comportement et ça ne fera pas changer, en tout cas, le comportement. Donc, ça se renouvellera sous 3 semaines, soit un mois, sous 2 mois, mais en tout cas, il n'y a aucune raison que ça ne se renouvelle pas. Le deuxième point, c'est que si on est réellement en face d'une personne qui est en situation de détresse, en situation d'addiction, est-ce que vous pensez sincèrement que le fait de ne pas alerter, ça va l'aider? Personnellement, je pense plutôt que ça va le faire s'enfoncer de plus en plus loin dans son mal-être, dans sa détresse, dans son addiction, et que finalement, la main tendue qu'aurait pu porter l'entreprise, bah, il n'y aura rien qui sera tendu. Donc, ça va juste laisser la personne s'enfoncer.
Merci beaucoup. Effectivement, ça rappelle, il y a plusieurs niveaux de responsabilité. En fait, il y a la culture de l'entreprise qui va poser déjà en soi des autorisations dans les dialogues, qui va aussi pouvoir baisser le niveau d'appréhension et de peur et donc de frein personnel dans son action. Donc, il y a déjà un travail en profondeur qui peut être mené au niveau de la culture de l'entreprise. Au niveau de la chaîne managériale et donc de la posture managériale, donc là, on peut aussi agir déjà à son échelle pour pouvoir apporter cette sensibilisation, cette information au sein de son équipe et individuellement prendre conscience de notre propre responsabilité vis-à-vis de la santé et en fait, de l'intégrité physique et mentale de nos collègues collectivement. Tout à fait. Merci. Oui, Juste, Amandine, juste avant de clôturer, je vois l'heure qui tourne. oui. Je voulais juste rebondir 2 petites secondes sur la notion d'exemplarité que tu évoquais tout à l'heure. C'est une notion qui est essentielle quand on a ce genre de démarche-là, sur 2 aspects. La première, c'est que il y a pas très longtemps, j'ai fait une présentation auprès d'un comité de direction et j'avais le directeur commercial qui me disait, bah ouais, mais attends, vous êtes gentil avec vos tests, mais nous, quand on signe les contrats avec les clients de midi, bah on a la bouteille, etc. Bah ouais, c'est un peu culturellement, c'est comme ça, quoi. Et à un moment donné, on ne peut pas demander à l'ensemble des collaborateurs d'une entreprise de dire, chez nous, c'est 0 alcool sur le lieu de travail, et de se dire qu'à un moment donné, parce que les fonctions et la culture fait qu'on bah, il y a de l'alcool le midi pour signer le contrat, eh bien, on autorise ça. Donc, l'exemplarité, elle passe et par ce biais-là, et également, quand on parle des tests en entreprise, eh bien, ce qu'on préconise toujours aussi, c'est que quand il y a des tests dans l'entreprise, les premiers à se tester, c'est le comité de direction, c'est le manager qui se teste devant ses équipes, qui s'est fait tester lui-même par son manager, pour aussi montrer que lui est logé à la même enseigne et que les tests, ce n'est pas que vers les collaborateurs de terrain, mais c'est pour l'ensemble des salariés de l'entreprise, quel que soit leur statut. Merci. Merci, on arrive là sur la fin de ce temps ensemble, en tout cas de ce temps enregistré et hors enregistrement. On va garder un temps d'échange pour ceux d'entre vous qui veulent rester avec nous et qui veulent approfondir le sujet. Vous aurez la possibilité de recevoir en cadeau donc, une fiche réflexe qui est offerte par SafeUp pour vous donner justement des informations très, très synthétiques, ce qui permet justement d'être très réactif le jour où on est concerné. Comment réagir lorsque l'on est exposé à un comportement altéré. Donc, cette fiche réflexe pourra vous être envoyée en cadeau. Donc, on va vous mettre le lien vers le questionnaire qui nous permettra de collecter aussi votre satisfaction par rapport au live focus de ce jour et puis surtout aussi les autres sujets que vous aimeriez voir abordés dans les prochains live focus et puis les axes d'amélioration pour que ces moments soient toujours avec un maximum de qualité. Avant cela, dites-nous dans le chat, que retenez-vous de ce temps partagé ensemble aujourd'hui? Dialogue et prévention. Le rôle de l'entreprise. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'il ne faut pas avoir peur d'aller sur cette démarche-là. Je sais que parfois, on peut avoir beaucoup d'appréhension en se disant que c'est encore un sujet tabou, qu'il y a une omerta sur le sujet, qu'on ne sait pas trop comment aborder le sujet. Ce qu'on peut vous dire, c'est que depuis le temps qu'on fait ça, toutes les entreprises dans lesquelles on déploie aujourd'hui des démarches, ça n'a pas foutu le feu sur un plan social. Les IRP ont été plutôt actrices et n'ont pas trop levé les boucliers généralement sur le sujet et plutôt été accompagnantes sur le déploiement de ce genre de démarche-là. Ce qui est sûr, c'est qu'il ne faut pas avoir peur et qu'il faut y aller en se disant qu'on met en place des outils concrets, mais surtout qu'on prend le temps pour le faire. C'est une démarche sur laquelle il faut vraiment se dire que ce n'est pas une démarche qui, du jour au lendemain, va être efficace. À partir du moment où on lance la démarche, il va forcément falloir du temps pour qu'il y ait une efficacité, mais au même titre que d'autres choses. Il y a aussi de la conduite du changement à mener. Je vais juste finir en prenant un petit exemple dont vous vous rappellerez sûrement. Souvenez-vous à l'époque où les ceintures de sécurité ont été obligatoires en France, il y a maintenant plusieurs dizaines d'années, ça a été le feu. Tout le monde était ah oui, c'est une atteinte à ma liberté, etc. Aujourd'hui, plus de 20 ans après, on serait totalement interloqué de voir des enfants qui ne seraient pas attachés à l'arrière, des gens qui ne portent pas leur ceinture. Alors qu'au moment où ça a été obligatoire, tout le monde était vent debout. Eh bien, c'est avec beaucoup de temps,
avec beaucoup de pédagogie, en y mettant du sens, qu'on peut avancer. Et c'est exactement la même chose sur ce genre de sujet. Merci, merci beaucoup Théo. Merci pour tous ces éclairages aujourd'hui. Merci Merci à Amandine. vous. Merci à vous qui êtes avec nous en live. C'est précieux pour nous d'avoir vos interactions en live et on va couper l'enregistrement dans un instant. On reste avec tous ceux d'entre vous qui souhaitaient rester avec nous et approfondir le sujet. Merci à vous qui nous suivez en replay. S'il vous plaît, donnez de la force et de la visibilité à cette vidéo si ce sujet vous parle. Mettez un pouce, ajoutez des commentaires dans les commentaires de cette vidéo pour lui donner un maximum de visibilité. C'est un sujet important. Agissons tous ensemble. J'arrête maintenant l'enregistrement et nous restons avec les personnes en live et nous pourrons libérer les caméras et les micros si vous souhaitez un échange privilégié. Merci à tous et bonne Merci journée. à tous.